Déjà, je suis très content d'être là avec vous tous ici. C'est donc, comme Sylvie l'a dit, c'est la deuxième étape d'une incursion dans le discours antillais. Discours antillais qui est un livre immense. J'aime à le penser, à le voir comme une forêt dense, épaisse, une forêt de sens qu'il faut aller explorer. Et en réalité, cette exploration, elle va commencer dès le titre même du livre, titre qui soulève une question, puisqu'on ne sait pas vraiment s'il désigne ce mot de discours, le discours d'un peuple, le discours d'une communauté, là je cite Glissant, c'est-à-dire un objet multiple, polymorphe, observé, restitué par l'auteur à la manière d'un ethnographe écrivain, objet qu'Édouard Glissant appelle par totalisation discours antillais, mais qui en réalité rassemble d'autres expressions, d'autres types de manifestations du réel aux Antilles, qui ne relèvent pas directement de l'ordre discursif, par exemple la peinture, la musique, le paysage. Donc voilà, est-ce que le discours antillais désigne ce discours d'un peuple, d'une communauté, ou bien désigne-t-il ce que Glissant appelle lui-même discours sur un discours, c'est-à-dire un discours mis en abîme, fait de détours? Il parle de discours multipliés, parfois de récits d'un voyage dans l'univers américain. Discours qui, dans ce cas-là, serait devenu performativement peut-être un discours collectif, parce que Glissant lui donne, le qualifie lui-même d'antillais. Donc c'est son discours qui, devenu antillais, devient un discours collectif. Quoi qu'il en soit, j'arrête sur cette première question. J'espère juste que Jacques Courcil, en tant que linguiste, voudra peut-être nous expliquer ce qu'il entend par ce mot de discours ici. Et ce que je voulais simplement dire là, c'est que dès le titre, on a des niveaux de discursivité qui sont différents. On a le discours de Glissant, on a le discours des Antillais, le discours aux Antilles, un discours qui est aussi celui de la musique, du paysage, bref. Et donc il faut l'analyser, ce discours, par pan, par fragment, par niveau de discursivité. Et moi, le pan que j'ai choisi ici, c'est le pan qui ouvre les archives, les documents. Donc je n'aborderai le discours antillais qu'en tant que fabrique, en tant que tel, hors de toute référence à l'espace antillais, juste du point de vue de sa fabrique. Pourquoi ? Parce que cette fabrique ou méthode, si on la considère comme une pratique, comme un acte, comme un geste, qui serait défini par la particularité de son objet, de son intention, est à l'origine, chez Glissant, d'une pensée, d'une méditation peut-être, parce que hier, Jacques me disait que le mot pensée, non, ne va pas, peut-être d'une pensée sur l'écriture, qui se révèle non seulement à travers des axiomes, à travers des propositions théoriques, mais cette pensée de l'écriture, ou cette pratique de l'écriture, elle se révèle aussi de manière moins évidente sur le plan matériel de l'écriture, et donc à la lumière des archives. Donc voilà ce que je voulais soumettre à votre appréciation. Là, est-ce que j'appuie où, juste là? Ouais. Voilà. Donc on rentre un peu dans les archives d'Édouard Glissant pour essayer de voir comment ce discours se compose, se fabrique. Donc je suis obligé d'aller un peu vite, mais l'idée, voilà, c'est de montrer comment, je sors de mon texte là complètement, comment la pratique d'écriture, la pratique de composition va donner lieu à une pensée de l'écriture. L'expression que j'ai utilisée, c'est Édouard Glissant, archiviste de lui-même. C'est une expression qui ne va pas du tout de soi. D'abord parce que Glissant lui-même confiait un jour à Philippe Artière, dans un entretien sur les archives, il lui a dit « Je ne suis pas un bon archiviste ». Bon, ça c'est la première chose. Et puis, expression qui ne va pas de soi non plus, parce que Glissant avait une position plutôt négative à l'égard des archives, qu'il l'assimilait, je cite, à l'autre vieux rêve de la pensée continentale, le désir de filiation. Autrement dit, les archives, pour lui, ce n'était pas une question, on ne s'en occupait pas. Et en réalité, on va voir que dans la pratique, les archives ont une place importante. Donc, Glissant a consacré de nombreuses pages, notamment dans le discours antillais, à théoriser, à penser sa pratique d'écriture. Ça, dans l'essai,
aussi bien que dans le roman, dans le poème. Je pense par exemple le premier texte du Sang rivé, où il est question d'éclats, d'éclats toujours démis, toujours repris, hors d'achèvement, non pas des œuvres, mais la matière elle-même dans quoi l'ouvrage chemine, éclats tous liés entre eux. Il parlait aussi des poèmes comme de cela qui tremble, vacille, sans cesse devient. Bon. Cette pensée, cette écriture-là, on la retrouve évidemment dans les essais, et c'est une pensée qui traverse toute l'œuvre, depuis Soleil de la conscience jusqu'à Philosophie de la relation. Cette pensée, on peut la qualifier de pensée du baroque, ça a souvent été dit, mais je voudrais vraiment qu'on insiste sur le fait que c'est une pensée de l'éclatement, du ressassement, de la répétition, pensée de la reprise, de l'accumulation, de l'entassement. Tout ça, ce sont des pensées, il faut bien insister là-dessus, parce que tout cela participe de ce qu'il appelle, lui, le tremblement. Et cette pensée du tremblement, elle n'exprime pas simplement une incertitude, mais aussi le caractère infini, interminable, inachevé de l'écriture. Bon, donc, j'en viens plus directement au discours entier, parce que je passe. Donc, peut-être je vais... Donc, cette pensée du tremblement, si vous voulez, de l'entassement, etc., elle crée un objet qui est une sorte de palimpseste, où on prend des textes, on les reprend, on les réécrit. Palimpseste dont les différentes couches restent visibles, pas à l'échelle du texte lui-même, mais à l'échelle de l'œuvre tout entière. Et cette œuvre tout entière, elle n'est pas à considérer simplement dans l'objet édité, mais dans tout ce qui entoure l'œuvre, dans les discours, les entretiens. C'est une suite permanente de petits bouts. Donc, le discours entier, l'œuvre de Glissant, à considérer comme une somme de fragments à mettre en relation, et c'est cette mise en relation qu'il faut essayer de développer pour essayer de comprendre comment l'œuvre se fait. Bon, là, je vous avoue que je suis complètement sorti de mon texte, donc j'en viens à quelques images. Donc là, on voit la couverture, c'était une thèse au départ, hein, une thèse de doctorat. Donc là, c'était simplement un petit manuscrit pour voir ce que Glissant appelle discours. Et on voit que là, le discours, c'est un discours en tant qu'objet, un discours qu'on étudie. Le discours oral, le discours inter, le discours délirant, un discours qualifié. Hein, mais lui, c'est le discours antillais. Et qu'est-ce que comprend ce discours antillais? Ça va être toute une somme de discours qu'il va falloir mettre en relation. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de tout lire, mais voilà. Dans le panorama du monde, il est question aussi encore du discours. Et je voudrais vraiment qu'on s'interroge sur ce que c'est le discours des peuples mesure en rythme ce lancinnement. Mais qu'est-ce que c'est ce lancinnement? C'est peut-être aussi celui de l'écriture, celui de la parole. Je passe un peu plus vite. Voilà. Ça, ce sont des notes contemporaines des années 60 qu'on retrouve dans les documents préparatoires au discours antillais. Et en réalité, les archives du discours antillais sont des archives qui renferment 40 ans d'écriture. Les archives d'Édouard Glissant sont des archives lacunaires. On n'a pas retrouvé tous les premiers textes, qui ont disparu. Mais dans les archives du discours antillais, on retrouve 30 ans d'écriture par petits bouts. Et c'est ces petits bouts qu'il faut aller explorer et qu'il faut aller mettre en relation pour comprendre comment le discours antillais s'élabore. Donc là, je passe. Qu'est-ce que je voulais dire là? L'enrichissement concret, il y avait un mot, c'est en confrontant les problèmes. Bon, je ne peux plus transformer. Le problème du langage par-dessus les langues. Bon, on voit un peu les thèmes qui annoncent déjà le discours entier. Là. Au cœur des mots, c'est un manuscrit, donc là on voit bien que c'est un manuscrit secondaire qui reprend à partir de notes déjà qu'il a publiées avant. On voit avec quelle minutie le manuscrit se compose. Je passe un peu plus vite. Ça, c'est un document intéressant parce que c'est un article des Lettres Nouvelles publié dans les années 50 sur Borges. Glissant arrache la page, reprend le texte, colle un papier, reprend, et ça va être une note du discours antillais. Donc en fait, le discours antillais, c'est un texte qui reprend, vous voyez, toute une somme. Donc ça, c'est un manuscrit très beau, je les aime beaucoup, c'est pas folle. Il y en a un certain nombre d'ailleurs. Voilà.
De même, là c'était les notes sur un tragique sans espoir à propos de Büchner, donc c'est sur la conception du tragique. Donc on voit aussi comment il reprend, comment il va changer un petit mot. Et ça, c'est toujours la technique de l'entassement, de la reprise, de la répétition, de reprendre des textes très anciens et pour les intégrer dans une réflexion contemporaine des années 80, 70-80. Autre document, mais là je rentre en vrac dans les archives, hein, un tract de Suffren, parce que Suffren est un personnage dont le discours délirant, le délire verbal, est important pour Glissant, il va l'étudier de près. On voit que Suffren a dédicacé le tract à Édouard Glissant. Et tout ça, ce sont des papiers très divers, très éclatés, qu'on retrouve dans les archives. Là, on a quelques notes manuscrites sur la politique de la relation. Et là, voilà, ça c'était le petit papier qu'on a retrouvé dans les archives. Je terminerai juste là-dessus. parce qu'on trouve beaucoup de choses assez très sérieuses, mais aussi un peu amusantes. C'est le plaisir des archives. Hein. Bon, j'en viens, parce que là je vois que le temps passe, juste simplement pour vous dire que malgré la position a priori négative qu'Édouard Glissant avait sur les archives, ou malgré le fait qu'il disait « je ne suis pas un bon archiviste », on voit bien que quand il écrit un livre, un essai en particulier, Édouard Glissant va rassembler des textes très anciens, très éclatés, et va les recomposer. Et à chaque fois, cette pratique-là, c'est celle qui me conduit à l'hypothèse de dire qu'il est archiviste de lui-même, parce que ce qu'il fait à un moment donné, par exemple pour l'intention poétique, en 69, va servir pour le discours antillais. Et ce qu'il fait pour le discours antillais va servir pour politique de la relation. Et ce qu'il fait pour politique de la relation va servir. Donc en réalité, il se soucie peu de l'archive, mais sa matière, son processus même d'écriture fait que Glissant devient archiviste de lui-même. Et il accumule lui-même, sans s'en soucier, des fragments qu'il va remettre en relation à chaque fois. Et ça, je pense donc, ça nous invite à repenser la question de l'archive, non pas comme l'ont pu le penser Ricoeur, Derrida, Foucault, autant de penseurs qu'on associe à la pensée de l'archive, mais peut-être établir une pensée de l'archive qui soit propre à l'espace antillais et qui soit une pensée de l'archive qui s'accorde plus à la notion de trace. L'archive non pas comme preuve, comme origine, mais l'archive comme trace, comme élément à mettre en relation avec d'autres. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire un peu avec le projet Library of Glissant Studies dont va vous parler Jeanne, c'est-à-dire aller chercher les premières versions de textes, des textes inconnus, des entretiens inédits, pour voir comment ils ont, si vous voulez, stimulé, donné naissance à d'autres textes qui ont ensuite été effacés, repris, enfin bref, tout un processus assez complexe. Voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais peut-être l'archéologie relationnelle. Hein, ce serait la méthode propre à Glissant, archéologie relationnelle, qui pourrait se déployer dans la recherche classique, mais aussi grâce à l'outil numérique et grâce, et c'est ce qu'on essaye de faire, au réseau de chercheurs. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on va trouver un texte, mais peut-être ce texte peut faire écho avec un autre qu'on trouvera ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de monter ce projet Library of Glissant Studies. Je vais laisser la parole tout de suite à Jeanne. Je voudrais juste vous mentionner un ouvrage de Daniel Boldestone, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle La méthode Borges. C'est un très beau livre qui vise, c'est une étude illustrée, 170 manuscrits dispersés dans le monde, que l'auteur a mis en relation par notes, par fragments, par petits bouts, et qui ensemble témoignent de la méthode d'écriture de Borges. Et je pense que ça, c'est ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui avec Glissant. D'abord parce que ces archives ont été déposées récemment à la BNF, parce que d'autres sont accessibles ailleurs dans d'autres centres d'archives, mais surtout qu'il en reste beaucoup, beaucoup à découvrir, à sortir des cachettes où elles reposent aujourd'hui. Et je pense que ça, si on s'intéresse à Glissant, ça peut se faire collectivement.
Et voilà, c'est là-dessus que je laisserai la parole à Jeanne en m'excusant. J'avais un propos plus long, j'espère que ça aura été cohérent. Et voilà, merci et j'espère pouvoir répondre.